Durant la pandémie du Covid-19, la plupart des entreprises dans le monde, tous secteurs confondus, ont adopté le télétravail et ont vu une accélération de la numérisation de leurs processus et services. Le secteur de santé n'a pas été épargné par cette vague de transformation numérique. Bien que certains pays aient déjà pris de l'avance sur ce sujet et ont adopté des lois et règlements standards, notamment HIPAA, c'est Health Insurance Portability Accountability Act. C'est une loi liée à la protection et la digitalisation des données personnelles de santé appliquées aux États-Unis, qui se base sur d'autres référentiels, notamment le NIST SP 866. On a la loi liée à HDS, hébergeur de données de santé, qui est appliquée en France. Et aussi, ça devient très standardisé à travers des standards et des normes, notamment ISO 27799. Vous avez le GAP, vous avez d'autres frameworks qui cadrent la digitalisation et la protection et la gestion des données personnelles de santé. L'e-santé devient une réalité et une nécessité pour tout le monde. Dans ce sens, j'ai le plaisir de modérer ce matin le panel « L'e-santé n'est pas à l'abri de la transformation numérique ». Nous allons démystifier les différentes briques de cette grande thématique avec nos panélistes experts que je demande de me rejoindre sous vos applaudissements. Professeur Amal Bourkia, médecin spécialiste de la néphrologie, professeur de médecine, auteur, acteur associatif et expert en éthique. Bienvenue, docteur, professeur. Docteur Hafida Adloun, médecin spécialiste en santé publique, chef de service de suivi et d'évaluation de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Bienvenue. Et monsieur Adel Ben Youssef, Innobat Solutions. Bienvenue. En fait, je vais poser la question à professeur Bourkia. Qu'est-ce que l'e-santé en pratique? Bien évidemment, au début du Covid, on a parlé de la télémédecine, de l'accompagnement à distance pour la prise en charge des patients. Quels sont les objectifs de l'e-santé? Merci. D'abord, merci à OSIM d'avoir inclus dans son programme la santé numérique, la e-santé, qui n'est pas toujours bien comprise de tout le monde. Merci à notre cher modérateur, Monsieur Amin Mfadli, d'avoir stressé avec nous pendant toute cette période. Merci aux autres très chers panélistes qui ont, comme moi, accepté de plonger dans ce domaine. Et la preuve, c'est qu'on reste encore même dans notre secteur un petit peu surpris devant cette terminologie. La e-santé ou la santé numérique ou la santé connectée signifie que l'application, l'utilisation de l'ensemble des techniques d'information et de communication au domaine de la santé. La santé, c'est quoi? La santé aussi, c'est un état complet de bien-être physique, moral et social, bien sûr, à l'exception, sans tenir compte s'il y a ou non une maladie, une infirmité. Donc, deux pôles, la santé et le numérique. Comment concilier ces deux pôles et les faire travailler ensemble? Ça n'a pas été facile, d'ailleurs, même avec le développement du numérique, même dès le début des années 2000, il n'y a pas eu vraiment une grande évolution. C'est à partir de 2010 qu'on a commencé à s'intéresser et actuellement, on pense qu'il y a un envahissement terrible, important du numérique dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs applications et les médecins, le secteur de santé de façon générale commencent à s'y intéresser. C'est quoi ces applications de la santé numérique? Ils sont innombrables et donc on ne pourra pas les passer en revue toutes ensemble. Par contre, je vais commencer par les plus connus, les plus proches de la population, déjà pour vulgariser un petit peu, sensibiliser à ce sujet. La première, c'est celle dont vous avez entendu parler, la télémédecine. La télémédecine, c'est tout simplement les soins à distance. Les soins à distance comportent plusieurs choses. Je
vais essayer de les détailler un tout petit peu, c'est-à-dire elle comporte la téléconsultation, consulter un malade à distance, la téléexpertise, un professionnel qui soutient un autre professionnel, la téléassistance, on assiste dans un acte médical ou chirurgical, la télésurveillance, on surveille les données d'un patient aussi à distance, et la télé, dans le système d'urgence. Quand il y a une urgence, on régule un petit peu comme ça. Chez nous, et d'ailleurs c'est ce qui rentre dans le cadre, ce qui est légiféré au Maroc, c'est ces différents axes de télémédecine, parce que la télémédecine comporte aussi l'inclusion des autres professionnels de santé. Au niveau donc de ces applications, on ne pourrait, à mon avis, développer la téléexpertise, parce que tout le reste, il y aura des difficultés, et Dr Adloun va pouvoir nous en parler. À côté de tout ça, il y a toute la surveillance à distance des maladies chroniques, la prévention, l'assistance des hospitalisations à domicile, etc., etc. Mais il y a aussi des aspects très importants comme la robotisation, l'usage des robots, et en matière essentiellement de chirurgie. On connaît un petit peu des cas, par exemple, si je me réfère à mon domaine, les transplantations, donc le donneur vivant avec une chirurgie robotisée, on peut sortir dans la journée et le receveur le 3e jour. Donc, c'est des prouesses donc, chirurgicales qui apparaissent. Il y a aussi d'autres aspects qu'on néglige et qu'on ne sait pas où placer, c'est l'utilisation de tout ce qui est matériel connecté, appareils connectés, le web santé, les réseaux sociaux, etc., et qui posent certaines problématiques, en particulièrement concernant les données des personnes et comment protéger ces données, parce qu'ils sont utilisés de manière sans véritable donc, législation. Un des aspects les plus proches de mon cœur, c'est le recours à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est la révolution et c'est celle qui va vraiment bouleverser le domaine de la santé, parce que l'utilisation de ces big data de façon incroyable pourrait nous aider dans beaucoup d'applications. Parmi ces applications, on pourrait avoir, par exemple, si on réfère au Covid, tu as parlé, c'est-à-dire pendant le Covid, il y a eu les malades qui sont décédés en réanimation, sont décédés essentiellement d'insuffisance rénale aiguë. Malheureusement, on n'a pas prévu, on n'a pas pu penser qu'il va arriver. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, très utilisée maintenant dans beaucoup d'autres applications, on aurait pu essayer de prévenir et à l'avance sans vraiment permettre aux malades de rentrer dans des situations très critiques. Il y a aussi toute l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, dans l'analyse des images radiologiques. Et aucun médecin radiologue humain ne va pouvoir vraiment rentrer en compétition avec l'analyse instantanée de millions de données. C'est pas possible. Donc, c'est des professions qui vont devoir s'adapter à l'utilisation de cette intelligence artificielle. La même chose va arriver au niveau des lames donc d'anapathe, au niveau des explorations, etc. Donc, l'intelligence artificielle très utilisée pourrait aussi, au niveau de la santé publique, prédire ces épidémies, suivre des maladies. Vraiment, c'est l'avenir et c'est quelque chose qui va bouleverser le fonctionnement. On doit y rentrer très tôt. Malheureusement, comme vous le constatez, que vous l'avez déjà constaté, le domaine de la santé n'est pas très bien préparé à ces changements, à ces bouleversements qui vont modifier notre comportement vis-à-vis des malades, même s'ils nous privent déjà de tout ce qui est relation patient-médecin et de tout ce qui est humain dans notre pratique régulière. Merci, professeur. Monsieur Ben Youssef, vous avez vu que ces transformations numériques, on sait que vous vivez en France, c'est-à-dire du mode manuel vers le mode semi-manuel jusqu'au mode full automatisé. Comment vous avez senti cette grande valeur ajoutée de l'e-santé? Est-ce que c'est seulement comment dirais-je, qui a une valeur qui est normale, rien, on fait ça que pour la forme, ou c'est parce qu'on est obligé de mener une bonne transformation numérique et on a inclus par défaut le secteur santé, ou est-ce que vraiment il y avait un vrai besoin et que comment vous avez senti cette transformation et comment ça a aidé les Français pour pouvoir vraiment régler pas mal de problématiques qu'on n'a pas pu vraiment régler manuellement? Merci beaucoup. Alors, je vais aussi remercier l'OSIM d'avoir organisé ce débat. Et puis, comme le disait notre cher docteur Dubonner, l'ami de Merci, c'est beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Merci, docteur Borkia, parce que vous avez dressé un panorama extraordinaire sur
la vision du côté d'un professionnel, sur la e-santé. C'est comment un professionnel du médical, de la santé publique, voit la e-santé. Donc avec la multiplication des usages numériques, avec l'arrivée de nouvelles techniques d'analyse de données, avec peut-être la nécessité de prendre en compte certaines technologies qui aujourd'hui ne sont pas encore incorporées dans les dispositifs d'analyse et de décision. Moi, je voudrais revenir sur un autre prisme. C'est le prisme qu'ont adopté les utilisateurs et les citoyens vis-à-vis de la e-santé. La e-santé, c'est un sujet très très vaste. On est aujourd'hui en face d'un autre problème qui est l'acculturation vis-à-vis de la e-santé. Je vous donne un exemple. En France, vous avez des sites comme Doctissimo ou Doctolib, ou des applications comme Doctolib. Doctissimo, par exemple, de l'avis des professionnels de santé, leur porte beaucoup de tort, leur fait beaucoup de tort. Parce que quand on a, par exemple, je sais pas moi, un peu de fièvre, on va regarder Doctissimo, pourquoi j'ai cette fièvre. Si on a un petit bouton, on va regarder sur Doctissimo d'abord pourquoi on a cette manifestation cutanée. Donc, et on va trouver des avis. Or, les avis qui sont sur Doctissimo ne sont pas l'avis de professionnels, ce sont des avis d'autres personnes qui ont eu à peu près les mêmes maladies et qui ont eu recours parfois à des traitements médicaux pour résoudre ce problème-là, et puis d'autres fois à des traitements apparentés médicaux pour résoudre ce problème. Et on se retrouve avec une population qui va aller de plus en plus dans l'automédication pour essayer de résoudre ses propres problèmes de santé. Donc quand on parle de la e-santé, il y a bien sûr le volet on va dire professionnel, qui vient des médecins. C'est comment les médecins vont s'approprier les outils numériques pour, on va dire, améliorer leur processus de décision. Vous avez parlé de l'imagerie de radiologie par les intelligences artificielles, ce qui est très très bien. Mais il y a de l'autre côté à faire face à cette population qui devient de plus en plus connectée, qui est de plus en plus informée sur les mécaniques de santé, mais qui se donne le droit de devenir, elle aussi, préconisateur, on va dire, auprès de son entourage, de certaines médications. Moi, je ne suis pas médecin, j'ai la chance d'être entouré par deux médecins. Je suis plutôt dans le traitement de la donnée. Donc il y a, à mon avis, quand on veut approcher le domaine de la santé, il n'y a pas que le volet professionnel, il y a aussi un volet qui doit être dirigé vers les citoyens en termes d'acculturation et d'acculturation par rapport à ces dispositifs et de mise en garde par rapport aux déviances que peuvent générer certaines plateformes. Donc je parlais de Doctissimo, qui est pour moi un anti-exemple d'un dispositif de e-santé, parce qu'à la fois, à l'origine, il a été créé avec une bonne intention, mais il a été dévoyé, il a été détourné de son usage. Il y a l'autre sujet, c'est l'application Doctolib. L'application Doctolib, c'est une application privée, c'est une start-up qui a créé ce dispositif-là. Elle essayait de le promouvoir auprès des professionnels de santé pour organiser les rendez-vous. C'est génial, hein, parce que le médecin n'a plus à se soucier de son agenda, c'était automatisé, c'est une plateforme qui avait disrupté, on va dire, le rendez-vous chez le docteur, et puis elle pouvait organiser au plus près les rendez-vous pour gérer la ponctualité, à la fois pour l'arrivée chez le médecin, mais aussi la ponctualité pour cadrer un petit peu les prises en charge. Cette application-là, lors de la crise du Covid, a été adoptée par le gouvernement français comme une application officielle pour la prise de rendez-vous, pour tout ce qui est test PCR, pour tout ce qui est vaccination, pour tout ce qui... Une application... Donc, en fait, qu'est-ce que ça donne comme indicateur ? Ça donne une indication, c'est que les pouvoirs publics ou les autorités n'étaient pas préparés à ce type d'événement, et donc ont dû faire recours à une application privée et l'intégrer dans le processus. Et donc il faut aussi être prêt à collaborer avec le domaine privé, c'est-à-dire que les applications de santé, quand on parle dans un domaine plus large, ne doivent pas forcément venir que des organismes officiels, mais aussi s'ouvrir à la collaboration et à l'exploitation des applications déjà existantes. D'accord, merci Ibn Youssef. Au fait, si on parle
de certaines lois et réglementations, avant de poser la question à Dr Adloun. Au fait, si on parle de l'exemple de la loi américaine HIPAA, Health Insurance Portability Accountability Act, qui a commencé aux États-Unis dans les années 90. En fait, son premier objectif, c'était assurer une portabilité comment dirais-je, des garanties d'assurance des patients s'ils veulent vraiment transporter ou transformer ou même transférer leur garantie vers une autre assurance. Et aussi, parmi les objectifs de la loi HIPAA, c'est réduire les fraudes, réduire pas mal les risques de fraude et tout ça. Et après, cette loi, elle a subi 4 amendements. Le premier amendement, c'est le Privacy Act, c'est-à-dire c'est là où ils ont ajouté les questions de consentement des personnes avant de les prendre en charge. Et aussi, avant ce Privacy Act, déjà, ils ont défini vraiment le périmètre de l'e-santé aux États-Unis, c'est-à-dire vous avez le fournisseur des soins de santé, sont les hôpitaux, les cliniques, les médecins et autres. Vous avez les assureurs et vous avez une autre entité qui essaie vraiment de faire l'interfaçage entre l'assureur et les fournisseurs de soins de santé. Donc il y avait le premier amendement, c'est le Privacy Act, sur la partie gestion des consentements, gestion des droits, gestion de la protection des données personnelles de santé. Le deuxième amendement, c'était le Security Rules, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à digitaliser, ils ont encouragé le secteur à digitaliser le secteur en leur encourageant et en leur offrant des récompenses et des awards, comme on dit, pour pouvoir vraiment promouvoir ce secteur. Et aussi, ils ont rajouté quelques autres mesures, notamment dans la gestion de la sécurité de ces données. Et le troisième, qui est, je crois, en 2008, c'est un troisième amendement. C'est là où ils ont imposé au secteur de tout digitaliser, avec des sanctions et des pénalités. Mais ils ont donné un peu de flexibilité pour dire si le patient il veut venir pour pouvoir récupérer ses données en format physique, il n'y a pas de souci. Mais par défaut, tout le secteur doit être digitalisé. Selon vous, Dr Adloun, nous savons que vous participez à plusieurs chantiers au Maroc, dans ce sens, entre les fournisseurs de soins de santé, le secteur d'assurance, notamment l'AMO et autres sujets. Où on est aujourd'hui au Maroc? D'accord, merci d'abord de nous avoir invités à ce panel intéressant qui traite un sujet d'actualité. Je remercie mes deux amis, les deux panélistes qui ont vraiment dressé un état des lieux. Ils ont bien défini c'est quoi la santé. À mon tour, je vais essayer de parler de notre système de santé actuellement, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous comptons faire dans l'avenir. Donc, pour commencer, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mené des expériences dans le domaine de la santé depuis 2008 concernant les systèmes d'information hospitaliers. Je donne l'exemple de l'application SAA. C'est une application du service d'accueil d'admission qui a permis de résoudre certains problématiques concernant l'établissement des tarifications. Nous avons aussi implanté une application, c'est une application qui permet de détecter les effets indésirables au niveau des hôpitaux. Et aussi, nous avons implanté une application qui permet de gérer la pharmacie hospitalière. Aussi, les programmes nationaux de santé ont été obligés de développer leur système d'information propre pour suivre la santé de la mère et de l'enfant. Je fais allusion à l'application SMI. Aussi, pour suivre les malades de la tuberculose, ils ont implanté leur propre système de santé. C'est vrai, ce sont des systèmes fragmentés, cloisonnés, mais ils ont pu résoudre certaines problématiques. En 2018, le ministère de la Santé a signé une convention avec la Société marocaine de télémédecine pour lancer son premier programme de télémédecine au niveau des zones rurales pour lutter contre la pénurie en ressources humaines et pour aider la population désenclavée l'accès aux soins. La télémédecine a un arsenal juridique. Je peux citer la loi 131/13 qui est relative à l'exercice de médecine, qui est devenue actuellement
3321 suite à la refonte et qui a permis de définir la télémédecine comme une partie prenante des actes médicaux. Et son décret d'application qui a été sorti en 2018 a été changé avec des éclaircissements en 2021. Cette loi qui a permis de définir les actes de télémédecine qui sont la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance et la réponse médicale, et aussi qui a permis d'expliquer les procédures d'autorisation et de préciser les obligations et les responsabilités des acteurs, et notamment le droit du patient. Pendant Covid, la e-santé était présente forte dans notre système. Je fais allusion à des applications qu'on a implantées avec nos partenaires, ministère de l'Intérieur. Je fais allusion à l'application Sihati qui a permis aux citoyens l'accès à l'information sanitaire. Je cite aussi l'application Wiqaitna qui a permis de lutter contre la propagation de l'infection de Covid, et enfin l'application Corona qui a permis aux patients d'avoir son rendez-vous. C'est vrai que ce Covid a vraiment impacté notre système, tous les systèmes de santé dans le monde, y compris le Maroc. C'est Covid qui a lancé, qui a poussé les politiciens, surtout Sa Majesté le Roi, pour donner ses ordres de refondre le système de santé, de voir une autre façon d'organiser ces structures. Donc cette refonte, elle est basée sur 4 axes. Le premier axe, c'est la gouvernance. Cela se traduit par des groupements sanitaires de territoire. C'est la régionalisation sanitaire. Deuxième, c'est la motivation des professionnels de santé. Le troisième axe, c'est la mise à niveau des structures sanitaires hospitalières et les établissements de soins santé primaires. Elle est dotée par la haute technologie existante. Donc, c'est normal que la digitalisation vienne pour renforcer toute cette refonte. Cette digitalisation, nous sommes en train de la concrétiser par l'installation d'un système d'information intégré et interopérable pour permettre de suivre l'information du patient, de toute l'information du système de santé, en donnant un identifiant à chaque patient pour avoir un dossier patient partagé unique pour accompagner les chantiers importants de la couverture médicale, la généralisation de la couverture médicale. Oui, parce que c'est ça le plus important, c'est pouvoir vraiment prendre en charge le patient dans son parcours depuis le début du process. Au lieu qu'il puisse vraiment se déplacer, aller chercher, attendre des autorisations pendant 7 jours, 10 jours. C'est une refonte générale qui va aboutir à toute la structure du système de santé. Donc, je veux seulement dire qu'aussi, on a des projets concernant la simplification des procédures administratives au niveau donc, il y a beaucoup d'applications pour faciliter l'octroi des autorisations et des documents administratifs. Et je veux ajouter une chose aussi, que la stratégie nationale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, plan santé 2021-2025, contient un axe très important pour le développement de la santé, promouvoir la télémédecine, promouvoir la formation à distance et les data centers. D'accord. Merci, docteur. Faites bien évidemment, pour aller vers l'e-santé, il faut une synchronisation entre les systèmes hétérogènes des différents organismes, cliniques, hôpitaux, organismes de prise en charge et autres organismes. En fait, selon vous, professeur, par quoi faut-il commencer ? Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour vraiment mener à bien ce projet d'une manière efficace ? Oui, déjà pour expliquer à quoi sert la e-santé, pourquoi vraiment on est là, on est en train de parler de la e-santé, c'est pour essayer d'aider à faire face aux défis dans le monde que pose la santé de façon générale. Un, c'est la démographie médicale. Et vous avez entendu, vous avez assisté à des rencontres concernant cette problématique qui se pose dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins et les gens ne veulent plus faire médecine. Et du coup, on a un manque au niveau des professionnels de santé. À ce point-là, on pourrait
un peu l'aider, régler par la e-santé. La même chose au niveau des zones éloignées, particulièrement quand on a des zones enclavées ou bien quand il y a de grandes distances, par exemple dans des pays comme le Canada, l'Australie, je donne des exemples, par exemple néphrologie pédiatrique, on a pu aider et un peu ça s'applique à toutes les pathologies, c'est-à-dire il y a moins de déplacements, les gens ne se déplacent pas, il y a une surveillance, le patient reste connecté et il y a une certaine observance des traitements, on évite du coup les complications, on évite les nombreuses hospitalisations, les déplacements des patients et on fait encore en grande partie une certaine économie qui intéresse donc les gestionnaires de la santé. Il y a aussi toute la surveillance des maladies chroniques à distance, toute la prévention, la surveillance des patients au niveau des hospitalisés à domicile. Mais par quoi commencer effectivement? Si on voit tous ces chantiers, comment commencer? Parce que nous, ce sont les professionnels de santé qui sont les générateurs de ces données de santé qui vont composer un dossier patient. Déjà, le dossier patient unifié, numérisé, je vous souhaite du courage. Et puis, toutes les expériences ont déjà montré énormément de difficultés pour gérer ça. Si on commence par qui va entrer ces données, parce que ce sont des données importantes, des données sensibles. Si c'est le médecin, la responsabilité du médecin, doit-il passer par une assistante, par un secrétaire, par un personnel de santé, ou qui va gérer, qui va avoir les accès? Comment le patient peut-il, parce que c'est sa propriété, le dossier médical, à qui il va donner les codes, à comment il va pouvoir gérer, quels sont les gens qui sont autorisés à voir ce dossier. C'est extrêmement difficile. Ici, on se pose la question que personne n'a encore, même s'il y a des chantiers, les chantiers veulent dire qu'on est en train de discuter, on commence par le top ou bien par la base. Donc, c'est ça. Il faut commencer par tout. Il faut d'abord informer, accompagner, etc. La dernière rencontre qu'on a eue avec Amine sur les données de santé, mais les médecins ont posé énormément, ils étaient surpris. D'abord, la majorité ne savent pas ce que c'est santé, ni comment l'aborder. Est-ce que c'est l'utilisation d'un ordinateur? Est-ce que c'est l'envoi de bilans qu'on voit circuler? Est-ce que nous avons une protection? Il faut commencer par impliquer tout le monde, toute la chaîne, et chacun doit être responsable dans un petit domaine qu'il doit gérer et pour lequel il doit être responsable. Et si on commence comme ça, on a du chemin, alors qu'on a pris énormément de retard. Donc moi, je considère, comme par d'autres domaines, qu'on est tous responsables, qu'on doit tous commencer, que même vous, les OSIM, les informaticiens, les experts nationaux, internationaux, doivent participer à ce chantier. Et je suis triste de ne pas voir les professionnels de santé. Je remercie Dr Adloun d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas possible. On ne peut pas rester en marge alors que le monde va trop vite pour nous. Et bientôt, on ne va plus comprendre même ce qu'ils nous présentent comme manifestation, comme présentation, comme document, etc. Merci, professeur. Au fait, quand on parle de la numérisation, pour ne pas dire digitalisation du secteur, c'est-à-dire depuis le patient qui va donner et introduire ces données de santé au niveau du système d'information du fournisseur de soins de santé, que ce soit un médecin ou une clinique ou un hôpital ou autre. Et puis, ce flux qu'on va essayer de suivre jusqu'au remboursement et durant toute la prise en charge du patient, pour résumer. Et selon l'expérience américaine, ils ont commencé par revoir, pour faire une refonte sur leur système de codage de tout secteur, c'est-à-dire les dentistes, les cardios et les autres. Ils ont travaillé sur vraiment un référentiel de codage pour que ce système puisse vraiment déjà communiquer avec le secteur d'assurance, pour qu'il puisse déjà comprendre de quoi ça s'agit. Et il passe encore par une chambre de compensation pour pouvoir vraiment traduire ce codage-là pour l'assureur puisse vraiment le comprendre et pouvoir vraiment rembourser ou prendre en charge ou offrir autres services aux patients. Donc, on a déjà un problème d'intégrité des données. Et bien évidemment, si on suit vraiment le flux des données, on a les problèmes de confidentialité, et sur ce, les données de santé sont considérées comme des données personnelles qui sont très, très, très sensibles. Donc, il faut vraiment sécuriser toute la chaîne. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment recommander, M. Bnoussef, par rapport à ce point-là? Je n'ai pas de baguette magique qui va dire oui, voilà ce qu'il faut faire exactement, mais par contre, on peut s'appuyer sur ce qui est fait dans d'autres pays et surtout regarder les failles des autres pays pour ne pas les reproduire ici.
En exemple, la France, qui a un bon système de santé, parce qu'il fonctionne très très bien. Vous savez, aujourd'hui, vous allez chez le médecin, vous ne sortez pas votre carte bleue, vous sortez une carte vitale. C'est la carte d'assurance maladie. Vous la posez. Quand vous êtes assuré médical, vous ne payez pas parce que c'est pris en charge. S'il y a un dépassement et que vous avez une mutuelle, c'est pris il y a une télétransmission automatiquement qui se fait vers la mutuelle qui prend en charge la différence. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec un patient qui va chez le médecin suivre tout son parcours médical pour être soigné. Il va chez le pharmacien et ainsi de suite, faire les radios, enfin dans les laboratoires. Il va faire tout son parcours et à aucun moment, par exemple, on va lui demander, on va le prendre en otage, entre guillemets, d'une monétisation du service de santé. Et ça, c'est un acte très, très important. Ça peut peut-être déresponsabiliser certaines personnes par rapport aux soins, parce qu'ils ne voient pas la charge ou le coût que ça représente. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif de tout ce dispositif-là, c'est de soigner des patients. Voilà, c'est de soigner des patients. Mais par contre, si on doit prendre soin d'eux, on doit aussi prendre soin du patrimoine informationnel qui va circuler d'un point vers un autre. Comment on va prendre soin de ces informations-là? Il y a deux principes fondamentaux dans tous les projets informatiques que j'ai eu la chance de diriger ou sur les projets sur lesquels j'ai eu travaillé. C'est d'abord privacy by design, security by default. C'est la confidentialité dans le design architectural. C'est comment intégrer la confidentialité, puisque ce sont des données personnelles. On évalue la sensibilité, le degré de sensibilité en fonction des cas, en classification. Mais là, le design même de l'architecture de traitement de la donnée, c'est-à-dire des bases de données, des processus, des algorithmes, doivent intégrer cette notion de confidentialité. C'est-à-dire que quand on travaille sur un algorithme, travaille sur la donnée, il doit travailler sur de la donnée, par exemple, tokenisée, anonymisée. Enfin, ce sont des termes informatiques, mais qui vont permettre aux algorithmes de travailler de façon anonyme par rapport à la donnée. Et puis, la sécurité par défaut. La sécurité, ce n'est pas une option, c'est un prérequis. On ne peut pas, de bout en bout, parler de santé ou de données de santé sans parler de sécurité. Ça ne peut pas être, oui, on va faire le proof of concept, on va faire le petit projet au niveau de la clinique, au niveau de l'hôpital, au niveau de machin, on va faire la petite application web. La sécurité, on verra ça à la fin. Non, la sécurité, c'est on assoit le directeur de la sécurité informatique de l'hôpital, le directeur de la sécurité informatique de l'application, de l'organisme de tutelle, et on se met d'accord sur les protocoles à mettre en place pour sécuriser le petit module. Et ensuite, on doit travailler sur l'interopérabilité de ces modules. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur un standard. Parce que l'intégrité, le risque d'intégrité, parfois, c'est un risque vital, quoi. Exactement. Donc, sur l'interopérabilité, parce que si vous devez envoyer une donnée et que cette donnée-là doit mettre 1 jour ou 2 jours pour qu'elle soit traitée avant d'être convertie, pour être passée au service suivant, des fois, il en va de la vie du patient. Si c'est une donnée médicale importante, parce qu'elle doit être passée d'un laboratoire, par exemple, à un centre de chirurgie. Le chirurgien doit être au courant, mais le chirurgien ne peut pas attendre que l'informatique travaille à son rythme pour faire l'opération. Il faut que ça soit transparent. Exactement, il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit rapide, mais pour assurer ça, il faut qu'il y ait une coordination entre les différents services et une normalisation des protocoles d'échange en termes de sécurité informatique. C'est-à-dire qu'on va adopter le même mécanisme de sécurisation, ce qu'a fait HIPAA, ce qu'a fait la France avec HDS, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord, quitte à développer son propre protocole de sécurisation. Et le troisième volet, c'est avec la numérisation massive de tous ces services-là, il faut imaginer qu'on ouvre autant de portes à des hackers à chaque fois qu'on fait de la numérisation. On ouvre des portes aux hackers. C'est normal. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France. Aujourd'hui, il y a des cyber-voyous, des cybercriminels, moi je les appelle, qui prennent en otage des hôpitaux en France. Ils les rançonnent. Ils envoient des malwares, ils modifient toutes leurs informations et ils les rançonnent et ils leur demandent de payer des rançons. Moi, on ne pouvait pas imaginer ça, mais c'est de la très haute délinquance, c'est du crime, aujourd'hui on ne l'associe pas au crime organisé.
la cybersécurité, on dit oui, ce sont des hackers. Non, ce ne sont pas des hackers, ce sont des cybercriminels, parce qu'il s'agit de vie de gens. Malveillant. Oui, on va dire oui, c'est un malware. Non, ce n'est pas un malware. Il s'agit de la vie des gens, parce que quand on attaque un système de ventilation et que le système de ventilation ne peut pas fonctionner parce qu'il est numérisé, derrière, il y a des malades. Il y a des gens qui meurent. Peut-être que ça ne fait pas encore la une des journaux, peut-être que les hôpitaux ont eu des morts suite à ces prises d'otages de données numériques, mais aujourd'hui, on ne veut pas trop en communiquer dessus pour ne pas créer le climat anxiogène. Mais ça, ce sont les erreurs des autres. Et ces erreurs des autres, nous, il faut que ça soit un enseignement pour nous, puisque comme on part d'une page blanche, autant ne pas reproduire les erreurs des autres. Oui, sachant bien que les données de santé sont les plus vendues avec un montant qui est élevé sur le dark web. Alors, c'est-à-dire, voilà, parce que la donnée de santé, c'est-à-dire si jamais on va voler mon mot de passe et mon identité ou mon RIB ou mon numéro de carte bancaire, je vais faire une opposition et on va me le changer. Mais la donnée de santé, il suit le patient jusqu'à sa mort. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas la changer. On peut pas vraiment. Le patient ne peut pas dire ah tiens, on a volé mes données, changer mon taux de glycémie et tout ça. Donc ça reste. Exactement. Alors, pour revenir à cette commercialisation sur des réseaux illicites de données de santé, il y a la commercialisation licite de données de santé. Vous savez, aujourd'hui, on a tous des montres connectées, des smartphones. Vous savez, la moindre application sur votre smartphone suit votre trajet, suit vos pas. Il y a énormément d'applications sur les smartphones, et notamment avec les montres connectées. Ouais. Les montres connectées, au début de la montre connectée, on appelait ça un bracelet connecté. Il était destiné à quoi? À mesurer le nombre de pas, enfin calculer le nombre de pas qu'on fait par jour. Et il y a des applications qui ont commencé à nous dire faites 10 000 pas, vous allez être en meilleure santé. Faites 20 000 pas, et puis on lançait des challenges. Mais en fait, en lançant des challenges, que faisaient ces applications? Elles récupéraient, bien sûr, les rythmes de pas, mais petit à petit, ces bracelets électroniques sont devenus de plus en plus performants et ont commencé à récupérer le rythme cardiaque. Ouais. Le taux de l'oxygène dans le sang. Il y a énormément de données aujourd'hui. Moi, j'ai une montre... je ne citerai pas le nom, mais quand je vois toutes les données qu'elle est capable d'enregistrer, je me dis, et pourquoi ces données-là ne sont pas exploitées dans mon dossier médical personnalisé aujourd'hui? Et ça, c'est pour moi la convergence de ce qu'on appelle du crowdsourcing, parce qu'en fait, on fait du crowdsourcing avec ça, c'est-à-dire qu'on va récupérer de la donnée médicale personnalisée, le nombre de pas, les heures de sommeil, toutes ces informations-là qui sont utiles à un médecin pour améliorer sa prise de décision par rapport à une pathologie. Oui. Vous avez parlé de la security by default et privacy by design. Sachant bien, la security by default, c'est assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de la donnée. Mais quand on parle de la privacy by design, c'est-à-dire il faut gérer 3 axes. Il y a la gestion des consentements, la gestion des transferts de partage des données et la gestion de la rétention des données. Quel est votre point de vue sur ce sujet, professeur ? Moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre ami M. Adel sur l'utilisation de ces données qui sont vraiment mises à la disposition de tout le monde. Un petit peu, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Cette problématique elle est encore plus grave que les décès médicales. Et puis, on peut effectivement avoir cette interconnexion. Moi, ce que je voudrais dire aussi avant de passer à ta réponse, c'est que c'est vrai qu'on parle finalement de la e-santé comme uniquement utilisée dans les processus de soins et de management de soins. Mais la e-santé a beaucoup d'autres applications qu'on doit saluer et qui vraiment sont très rentables pour l'humanité. C'est d'abord, par exemple, l'intelligence artificielle permet de fabriquer, de produire des médicaments très, très rapidement, de façon incroyable, parce qu'il intervient aux différentes étapes de la recherche. Donc déjà, sélectionner même les volontaires, sélectionner pour aller vite, sélectionner quel produit et pour quel médicament. Et actuellement, je vous informe qu'il y a beaucoup de processus qui sont en cours, beaucoup d'applications qui vont nous arriver dès 2023, qu'on va pouvoir utiliser, et beaucoup de médicaments, qui est quand même un point positif. Et je serais ravie qu'on puisse utiliser aussi toutes les données qu'on connecte, je ne sais pas, par n'importe quel intermédiaire. Il est certain que, comme a dit monsieur Lejeune hier, qu'on a eu le changement, lui, je crois, c'est pas de l'étudiant, mais le changement du patient. Nous avons maintenant différents patients. Le patient vient déjà, son background qu'il a eu au niveau de l'Internet, au niveau de ces différentes applications. Il faudrait s'adapter. Il ne faut pas le refuser, il faudrait s'adapter. Quand tu parles donc de cet aspect c'est un petit peu les réglementations de la télémédecine,
médecine et de fonctionnement avec la e-santé. La e-santé, le médecin est obligé donc de retenir compte de toutes les règles déontologiques et éthiques appliquées à la médecine, qu'on commence déjà à appeler de classique. Donc demain, finalement, je ne sais pas si elle sera là. Donc cette médecine classique, on lui applique des règles, la confidentialité qui est très importante. La confidentialité, quand vous parlez avec quelqu'un, avec un patient, quelle que soit l'expérience, aussi petite qu'elle soit, c'est que le médecin doit savoir comment il est sûr d'avoir d'assurer la confidentialité du dossier avec le patient. Il ne le peut pas. Il doit l'enregistrer. Où est-ce qu'il va l'enregistrer? Comment il doit l'enregistrer? À qui il peut le remettre? Il doit aussi se protéger parce qu'il y a une responsabilité. Une responsabilité, il faut garder toute la discussion. Toute la discussion, il y a le point pratique, par exemple, de l'ordonnance numérisée. Parce que si on ne fait pas d'ordonnance numérisée, on est là, on est quelqu'un qui est à 300 km, comment on va lui donner? Ça, c'est d'autres problèmes. C'est-à-dire, on est vraiment au tout début, mais est-ce qu'on a le temps d'attendre? Il y a aussi le consentement. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est à distance, qui ne comprend même pas ce que vous racontez, comment vous êtes sûr qu'il était d'accord, d'abord pour utiliser cette machine, d'être derrière cette machine, de vous envoyer ces données, de vous parler. Et si vous parlez demain, il peut vous dire, moi, je n'ai jamais compris, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais envoyer, c'est pas ce que mon mandat. Donc, tous ces principes, la confidentialité, l'éthique, le consentement, la responsabilité, sont des choses qu'on doit obliger d'accompagner pour pouvoir donner de l'essor à la e-santé. S'il n'y a pas pas seulement une loi, non, la loi actuellement ne permet même pas aux médecins d'exercer la télémédecine parce que la loi stipule que la plateforme doit être autorisée et les plateformes ne sont pas autorisées. Les médecins, bien sûr, sont autorisés. Donc, on ne fait pas réellement de télémédecine de façon légale. Sinon, demain, on peut nous dire, vous faites l'exercice illégal de la médecine. Il y a donc ça au niveau des lois. Changement l'accompagner par l'information, l'accompagnement, j'ai dit la sensibilisation à tous les niveaux, au niveau des secteurs hospitaliers. C'est vrai que la gestion, tout ça, on ne peut même pas les détailler, apporte beaucoup, donc la numérisation. Mais en matière de soins, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que, pour moi, la téléexpertise, c'est celle qui va avancer. L'application de ces règles, on ne le connaît pas. Et s'il n'y a pas un accompagnement de formation, d'information, de la base jusqu'à la... On n'aura jamais de développement de la santé dans notre pays. Pour moi, c'est une urgence. C'est une urgence si on veut aller de l'avant. Et je n'ai pas l'impression qu'on est conscient. Je parle toujours de nous les responsables, c'est-à-dire les médecins d'abord, tous les professionnels de santé après, et le reste vient pour nous soutenir. Merci professeur. Selon vous, docteur Adloun, cette question de consentement, parce que cette histoire de consentement, le patient ne va pas seulement signer sur un document par défaut, mais il doit savoir qu'est-ce qu'on va collecter comme données personnelles de santé, à qui on va les transférer, et aussi quel est l'impact de cet acte chirurgical ou autre acte médical pour en prendre connaissance. Pour vraiment, c'est une question de transfert de risque du médecin vers le patient. C'est-à-dire, et aussi, et ces données-là, il va falloir qu'on gère vraiment leur transfert et aussi gérer leur durée de rétention et tout ça. Est-ce que c'est cadré, selon vous? Donc, selon ce process. Donc, dans le cadre toujours de la refonte, c'est vrai que n'oubliez pas que la 60% des Marocains sont des analphabètes. Donc, oui. C'est une donnée très importante. Mais donc, il faut leur expliquer. Même si vous les expliquez. Donc, vous savez que le document de consentement ne va pas au tribunal. Parce que le patient, il est ignorant. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Donc, il est dans un état de faiblesse. Donc, il ne peut pas raisonner correctement. Donc, pour revenir à notre refonte des systèmes de santé, c'est l'actualité, j'aimerais bien vous porter à votre connaissance que la digitalisation, la numérisation des prestations qu'on va donner aux patients est un chantier très, très important qu'on est en train de mener actuellement. Je peux citer que les Ramidis ne vont plus exister. Elles vont basculer vers la CNSS. C'est la CNSS qui sera l'organisme gestionnaire. Donc, les dossiers qui vont être traités vont quadrupler. Donc, on va passer à 30 millions de patients bénéficiaires. Donc, c'est obligatoire de digitaliser. C'est une nécessité. Donc, pour commencer,
Pour commencer, on a installé une extranet, un extranet entre les hôpitaux et la CNSS pour faciliter la circulation des données. Pour venir au dossier patient partagé, j'aimerais vous dire qu'il y a des équipes très spécialisées qui sont en train de travailler sur ce sujet-là pour élaborer un arsenal juridique qui va bien sûr fixer c'est quoi les données qui vont figurer ce dossier, quelles sont les personnes qui vont le manipuler, est-ce qu'elle doit être inopérable pour être fonctionnelle. Donc, chaque partie va avoir l'accès à la partie qui l'intéresse. Donc, en attendant la réalisation des chantiers, de ce chantier intéressant et important que Sa Majesté le Roi poursuit de près, je suis très optimiste. Je crois qu'on va aller en avant. On est tous optimistes. Mais il faut travailler, il faut des prérequis pour réussir ce chantier très, très intéressant. D'accord. Donc, bien évidemment, l'e-santé est une avancée qui va résoudre plusieurs problématiques et contraintes. Et pour clore ce débat, quels sont les avantages, en 2 mots, quels sont les avantages clés de l'e-santé? Professeur. Oui, merci d'abord d'avoir ouvert ce débat. J'espère qu'on va pouvoir le continuer. Pour moi, il pose énormément de problèmes. Je suis d'accord avec Dr. Adoun que pour la digitalisation des dossiers au niveau de l'administration et des organismes de couverture, c'est OK. Quant aux patients, ça va être hyper compliqué et je ne suis pas d'accord sur le consentement, quel qu'il soit. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que demain, on va vous dire, moi, je ne vous ai rien demandé. Hein. Donc, c'est un problème auquel il faudrait réfléchir, même s'ils sont des analphabètes, doivent être accompagnés de plein de processus. Moi, je me pose certaines questions. Je me dis, la e-santé, c'est magnifique. Tous les développements des avancées sont extraordinaires au niveau des soins qu'au niveau de la recherche médicale qui est en train d'avancer à grands pas. Mais des questions restent posées, notamment, on doit l'accompagner sur le plan législatif. Est-ce que la circulation de ces données va pouvoir protéger ces données ou bien au contraire le fait qu'ils soient très mobiles, est-ce qu'on ne va pas aussi les exposer à ces cybercriminels? Est-ce que aussi, du point de vue évolution médicale, on va pouvoir évaluer la e-santé? C'est hyper important d'évaluer. Donc, pour moi, j'ai avancé quelques questions que j'espère revenir avec mes chers amis et toute l'assistance les prochaines assises de l'OSIM pour en discuter. Merci Amine, merci l'OSIM. Merci professeur. Monsieur Ben Youssef, en 2 mots, quelques avantages clés pour pouvoir inciter et encourager à vraiment développer et à maintenir ce process. En 2 mots, ça va être très difficile. Bien sûr. Donc, il ne reste que 30 secondes. Ouais, tellement. Voilà. Donc, en fait, moi, je vais juste faire un parallèle aujourd'hui. La e-santé, c'est très bien. Tout ce qu'on discute ici, c'est très bien. Bien sûr, il ne faut pas juste qu'on reste à Yaka-Faucon. Il faut qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire on a initié une première réunion ici. Moi, je fais appel à tous les organisateurs et tous les professionnels, que ce soit du numérique, mais aussi du domaine de la e-santé, des pouvoirs publics, de se remettre à table dans des tables rondes, des discussions pour essayer d'avancer très très rapidement et concrètement sur ces sujets-là. Il y a néanmoins un paramètre qu'il faut absolument prendre en compte, c'est la vision de l'usager et du citoyen par rapport à la e-santé et à l'offre de services de e-santé. Aujourd'hui, vous prenez n'importe qui, analphabète ou pas analphabète, vous voyez la dextérité et la facilité qu'ils ont à utiliser leur smartphone. Quand vous voyez le niveau d'acceptation qu'ils donnent à toutes les applications mobiles, consentement, pas consentement, ils ne lisent même pas les informations. Donc c'est à nous, en tant que responsables, d'être sérieux sur ces questions-là pour assurer la confidentialité et de s'assurer du consentement des utilisateurs. Mais d'un autre côté, il faut aussi faciliter l'accès pour en faciliter l'acceptation. Aujourd'hui, tous les utilisateurs sont prêts à installer n'importe quelle application à partir du moment où elle leur rend service, où elle leur apporte quelque chose dans leur parcours de soins, dans leur parcours de trajet, dans n'importe quoi. Donc il faut créer peut-être le future Waze de la e-santé, mais que les citoyens soient confiants quand ils vont aller sur ce service-là. Ça va réellement leur rendre service. Et ça va réellement répondre à leurs problématiques quand il s'agit d'apporter à la fois la partie médicale, mais aussi en termes d'accompagnement, c'est-à-dire
diminuer la pression sur les tracas administratifs quand il s'agit de traiter les documents tout le long du parcours. Merci, M. Ben Youssef. Dr Adloun, Pour moi, un mot de la fin. la e-santé, c'est la rapidité, la qualité et la responsabilité surtout. Merci beaucoup. Au nom de l'OSIM, nous vous remercions et nous remercions nos panélistes pour ces riches informations et vous remercions de votre présence et vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Photo.